Merci à tout le monde qui est ici sur place et les gens qui nous écoutent en diffusion. Je pense qu'avant de commencer, je vous dirais qu'il y a beaucoup de questions là, qui se posent concernant les rôles d'infirmières praticiennes. Ça, c'est vraiment pour y faire un petit clin d'œil parce que pour beaucoup de patients et aussi des intervenants, les gens ne connaissent pas beaucoup la différence entre une infirmière praticienne, un médecin son médecin collaborateur ou encore les autres membres de l'équipe de soins. Pour eux, ça représente souvent un titre différent dans l'équipe, mais c'est de démêler qui fait quoi au sein de l'équipe pour arriver à avoir vraiment des rôles qui sont optimisés pour tous. Donc, avant de commencer, je voudrais remercier les projets que je vous parle aujourd'hui. Il y en a deux que j'ai mis ensemble pour qu'on puisse commencer à synthétiser là, les données d'entrevue des gens. Parce que le premier projet était mon projet de recherche doctorale, puis je vais remercier Mme Lavoie-Tremblay qui est ici dans la salle, qui était ma directrice à ce moment-là. Puis je veux partager aussi avec vous les constats de ce projet-là, les constats aussi qu'on fait avec le projet actuel où on regarde la perspective des patients et des familles, des soins qu'ils reçoivent d'une équipe où on a introduit une infirmière praticienne. Il y a dans cette équipe-là Mme Chantal Fortin, qui est elle-même IPS certifiée en néphro, qui travaille avec la clinique de greffe. Donc, j'ai une clinicienne dans mon équipe de recherche. Mme Jabot, qui est notre assistante de recherche, qui a fait un excellent travail au niveau des entrevues. Puis aussi tout le soutien financier qu'on a reçu pour dans le cadre des deux projets. Donc, c'est quoi ça, les perceptions d'efficacité de l'équipe? Les perceptions de notre équipe, c'est à plusieurs niveaux. C'est de reconnaître que l'équipe qu'on a devant nous, c'est pas juste un groupe, c'est vraiment une entité. Donc, on reconnaît aussi qu'il y a des personnes qui sont au sein de cette équipe-là, cette entité-là, et que chacun a un rôle, puis qu'on se voit comme équipe à continuer à travailler ensemble. Donc, il y a une affinité à l'intérieur de l'équipe, puis c'est ce qui fait un petit peu la distinction entre un groupe de personnes qui sont rassemblées, par exemple, dans une salle. Il n'y a pas cet élément-là quand on est en groupe, ou pour que l'équipe se voit comme une équipe, il faut qu'il y ait l'aspect interpersonnel. C'est important de le comprendre parce que ce qu'on sait de recherche antérieure, entre autres de l'équipe de Strasser et Shortell qui ont fait plusieurs projets à ce niveau-là, c'est que parce que les gens se croient efficaces, ils croient que leur équipe peut bien fonctionner, ils vont entreprendre plus d'actions quand ils constatent un problème. Donc, de façon plus précoce, on peut, par exemple, on va prendre le risque de dire ça ne marche pas parce qu'on sait que quelqu'un nous écoute au sein de l'équipe et qu'il va avoir des actions qui vont s'en suivre et on peut corriger plus rapidement un problème. Puis ce qu'on voit chez les patients, c'est que les patients ont des meilleurs résultats de soins parce que les membres de l'équipe se voient comme une équipe efficace. Donc, ce n'est pas banal. Donc, qu'est-ce qu'on sait au niveau IPS, patients et familles et les équipes de soins? Dans les années 90, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des restructurations énormes au niveau du système de santé au Québec. Il y en a eu probablement une autre vague qui s'en vient. Tous ces changements-là nous ont appris par le passé, c'est qu'au sein des équipes, si ces dynamiques-là ne sont pas en place, les équipes ne sont pas efficaces. On sait au niveau des derniers travaux qui ont été faits, en 2014, c'est très récent, que le travail d'équipe est vraiment la façon de mettre en place les services pour être capable d'adresser des besoins qui sont de plus en plus complexes au niveau de la clientèle qui est suivie, que ce soit au niveau de la première ligne ou encore des équipes de soins au niveau des milieux de soins aigus. Les gens au niveau des milieux de soins aigus, de façon générale, ça fait plus longtemps qu'ils ont une expérience avec des équipes interprofessionnelles parce que déjà dès les années 1900, on n'avait à peu près pas le choix que de travailler ensemble parce que un seul intervenant n'arrivait pas à répondre aux besoins plus complexes des patients qui étaient hospitalisés. Ce qui n'était pas le cas si on regarde le milieu de première ligne ou de santé communautaire. Très souvent, ces intervenants-là suffisaient à répondre aux besoins des patients. On n'avait pas besoin d'avoir d'autres personnes. Et ça, c'est de plus en plus en changement où maintenant, on a besoin d'équipes interprofessionnelles avec des expertises diversifiées pour mieux répondre aux besoins des patients et des familles. Ce qu'on sait aussi, au niveau des études qui ont été faites auprès d'IPS, et il y en a eu plusieurs, les patients sont satisfaits des soins reçus d'une IPS, d'emblée. Dans l'ensemble des revues qu'on a regardées, et on est même rendu à ce point-ci à faire une revue systématique, ça sort systématiquement que les patients sont satisfaits. Ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi. Il n'y a pas eu d'étude jusqu'à maintenant qui nous dit
Les patients sont plus satisfaits parce que l'intervenant a fait ci ou a fait ça autrement des soins que je recevais habituellement. C'est ça un élément qui manquait beaucoup au niveau de nos connaissances. Au niveau des équipes, c'était pas tout à fait la même chose. Avant qu'on fasse le projet, entre autres avec les intervenants au niveau des soins aigus, les données étaient contradictoires, à savoir que dans certains cas, on lisait qu'il y avait vraiment des percées importantes. Quand on ajoutait une IPS au sein de l'équipe, ça allait super bien, puis c'était un cadeau à l'équipe. Puis il y avait d'autres études qui démontraient que c'était l'enfer sur deux roues. On ne se retrouvait plus, ça ne fonctionnait pas, ça causait des discordes. Donc, comment est-ce qu'on arrive à concilier ces deux perspectives-là, qui étaient quand même très différentes, pour essayer de comprendre dans quel cas est-ce que c'est problématique et dans quel cas est-ce que ça fonctionne bien? Et ça, c'était le point de départ pour les intervenants. Donc, on n'avait pas beaucoup de renseignements dans les années 2006-2007, quand on a commencé le projet doctoral, pour être capable de comprendre qu'est-ce qui se passait au niveau des intervenants. Et encore jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas de données sur les patients. Donc, au niveau de la présentation, ce que je veux faire avec vous, c'est de vous éclaircir, dans le fond, sur qu'est-ce qui se passe avec les intervenants, qu'est-ce qu'on sait, pour ceux qui sont dans les unités de soins aigus, qu'est-ce qu'on sait aussi au niveau des patients qui sont dans l'ensemble des spécialités. Donc, pour les deux projets, le projet patient-famille, on parle d'une étude qualitative descriptive. On a fait des entrevues avec 48 participants. Comment ça se décline là, dans les différentes spécialités, vous le voyez ici à l'écran. Donc, on avait des gens au niveau de la première ligne, la cardiologie, la néphrologie et la néonatologie. Ces spécialités-là avaient été choisies parce que les IPS, ici au Québec, sont certifiés et peuvent pratiquer donc, dans ces spécialités-là. Ce qui est différent, là, si on regarde le contexte ailleurs, par exemple au Canada, il y a d'autres spécialités. Puis, au niveau des équipes soignantes, donc c'était 2 équipes en cardiologie, en chirurgie cardiaque, où on a fait des entrevues au niveau intraprofessionnel, donc tout ce qui était soins infirmiers, interprofessionnels, l'ensemble de l'équipe, que ce soit médecins collaborateurs, physio, ergo, nutritionnistes, par exemple, et une équipe de gestionnaires qui était sur 2 sites différents. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui est vraiment en lien avec les données d'entrevue dans les 2 études. Puis, on a aussi collecté des documents, fait de l'observation au niveau des équipes pour comprendre un petit peu plus là, la complexité là, de leur situation. Donc, dans les 2 cas, on a utilisé de l'analyse de contenu pour arriver à catégoriser le volume quand même important là, de données d'entrevue qu'on a recueillies. Juste pour vous dire que l'étude des patients famille est vraiment toute fraîche. On a fini les entrevues la semaine dernière. Il nous en reste possiblement une à faire qui est avec quelqu'un qui est en cardiologie. Ça va dépendre. On avait dit qu'on voulait entre 6 et 8 participants par groupe, à peu près jusqu'à 10 au besoin, mais qu'on allait dépasser dans certains cas pour s'assurer de choisir des gens qui avaient vraiment des expériences qui étaient très différentes. Donc, par exemple, suivi pour une condition chronique, suivi pour un problème de santé mentale, suivi, par exemple, pour une jeune famille, suivi dans le cadre d'une grossesse, par exemple. Donc, vraiment être capable d'aller chercher dans l'ensemble des situations, qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là, puis est-ce que pour eux, si on est suivi, par exemple, parce qu'on a un diabète ou on est hypertendu, puis qu'on voit cette personne-là très régulièrement, ce qu'on cherche, est-ce que c'est différent de quelqu'un qui vient passer son suivi de grossesse? Donc, comment est-ce que l'équipe travaille pour bien répondre aux besoins? Est-ce que c'est comparable ou vraiment on a à aller chercher des processus différents là, chez ces gens-là? Puis c'est un petit peu ce qu'on voulait comprendre. Puis c'est pour ça aussi que vous voyez qu'au niveau des participants, il y en a quand même beaucoup plus au niveau de la première ligne. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on sait? Quand on a mis tout ça ensemble, ce qu'on est capable de vous dire, c'est que les IPS, de façon générale, que ce soit de la perspective des intervenants ou que ce soit de la perspective des patients et des familles, les IPS améliorent les perceptions d'efficacité de l'équipe. D'emblée, les gens ont eu des commentaires qui étaient très positifs à l'égard des infirmières praticiennes, mais aussi de l'équipe de façon générale. Puis ça, même s'il venait, par exemple, qu'il y avait un suivi qui était assez exclusif avec l'infirmière praticienne, était quand même capable de nous expliquer puis de nous donner des exemples très concrets de, moi, maintenant, depuis que c'est l'infirmière praticienne qui me suit, je me rends à la clinique, puis
Je constate, par exemple, que le fonctionnement est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile d'avoir un rendez-vous. C'est beaucoup plus facile de parler à quelqu'un. Donc, ils sont déjà capables de, même s'ils voient seulement l'infirmière praticienne comme membre de l'équipe, ils ne voient à peu près pas leur médecin collaborateur, ils sont capables de dire que ça a un impact au niveau global du fonctionnement. Ça, je vais vous dire, ça nous a étonnés. On ne s'attendait pas que les gens qui ne voyaient pas d'autres intervenants, on s'attendait que les gens qui voyaient des équipes plus complexes allaient être capables de nous dire « Ah oui, ça affecte beaucoup de choses au niveau du fonctionnement de l'équipe ». Mais même si les gens sont loin de tout ça, ils sont quand même capables de voir puis d'expérimenter là, que c'est différent en termes de suivi. Ce qui était vraiment important pour les gens, c'était l'établissement d'un lien de confiance avec l'IPS comme nouvel intervenant. Puis aussi, ce qui ressortait beaucoup, c'était l'espèce de vision beaucoup plus globale du suivi des IPS, et ça dans l'ensemble des spécialités. Donc, les gens étaient vraiment capables de nous dire, bien moi, quand je vais la voir, elle fait vraiment un examen complet. Il y a beaucoup de gens qui nous ont fait le commentaire, j'ai jamais eu un examen complet de même de ma vie. Donc, il y avait ce souci-là au niveau du détail que les gens avaient rapidement remarqué et faisait en sorte que ça développait un lien de confiance. Ils associaient ça à des connaissances supplémentaires, à aussi, je dirais, un sentiment qu'ils se sentaient pris en charge. Puis ça, pour eux, c'était quelque chose de très positif en termes de processus au sein des équipes. Puis, tant au niveau de la première ligne que des spécialités, et ça, tant chez les intervenants que chez les patients, l'élément confiance, puis l'élément aussi d'une vision globale de la part de l'IPS était un des facteurs importants pour qu'ils jugent l'équipe comme étant efficace. On n'a pas eu d'exemple de la part des patients de situations qui ont été difficiles avec le suivi qui se faisait par l'IPS. Il y a beaucoup plus je vous dirais qu'on a beaucoup plus entendu de la part d'IPS novices, dans d'autres contextes, des incertitudes à savoir ce que les patients allaient les accepter. Mais de la perspective des patients, même pour des IPS novices qui les suivaient, il n'y avait pas du tout ce sentiment-là de ne pas être bien pris en charge. Ça, je pense que c'est important quand on fera éventuellement un petit peu plus de diffusion au niveau des IPS, parce que la profession est quand même jeune ici au Québec, de vraiment rendre ce message-là au niveau de la première ligne. Ce que les gens nous ont dit aussi, dans la façon qu'ils voyaient l'efficacité de l'équipe, ils trouvaient que les IPS, surtout de la perspective des intervenants, l'IPS venait combler un besoin qui était non répondu jusqu'à maintenant par l'équipe. Donc, on arrivait à faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant que l'IPS soit introduite dans l'équipe. Et ça, pour eux, ça leur donnait vraiment l'impression que l'équipe était plus efficace. Il y avait aussi au niveau de la première ligne quelque chose qui ressortait beaucoup de la part des patients. C'était la capacité d'avoir accès à des prescriptions, avoir accès à un intervenant plus rapidement, et même de la perspective des équipes au niveau des soins aigus, d'avoir accès à un prescripteur était un des éléments qui faisait en sorte qu'ils se jugeaient plus efficaces. Là, je m'excuse, je pense que je viens de vous accrocher votre micro. Ça, c'est un élément important des deux côtés, dans le fond, tant de la perspective des patients que de la perspective des intervenants, d'avoir accès aux prescripteurs. Puis on trouvait de façon générale, tant au niveau des équipes qu'au niveau des patients, que les congés étaient mieux planifiés. Et entre autres, ça ressortait très, très, très clairement pour les parents suivis en néonatologie. Ça, c'est une préoccupation très importante pour eux. Mais au niveau des intervenants, ça sortait dans l'ensemble des entrevues intervenants qu'on avait fait. Fait que si je vous donne un petit peu plus de spécifique et de vous dire, de vous donner les paroles des participants. Donc, pour les participants, quand je vous mets un P, c'est pour les patients, donc les entrevues patients. Il y avait un des patients qui disait, bien moi, je crois beaucoup à la prévention. C'était quelqu'un qui était entre autres suivi en première ligne. Plus que tu vois les choses rapidement, plus que c'est facile d'éliminer des dégâts, de travailler en amont. Si l'IPS n'est pas disponible, je n'irai pas à l'urgence de mon hôpital. Donc, où ce que d'autres auraient dit, bien probablement, mais moi, j'irai. Donc, elle est plus proche de chez moi, puis il y a un suivi plus à long terme qui va se faire sur la problématique qui est vécue, ce qu'elle ne voyait pas là, avec la visite de l'urgence. Donc, cette façon-là d'organiser les soins, je trouve que c'est efficace. Donc, c'est important de donner cette perspective-là pour les gens de la première ligne, entre autres au niveau de la qualité là, du suivi qui est donné par ces intervenants-là.
Au niveau des intervenants, les gens nous disaient, bien, ça fait un gros changement. On est mieux considéré. On se connaît plus maintenant entre intervenants, alors qu'avant, c'était vraiment plus individuel. Chacun travaillait à sa petite affaire, puis quand on voulait parler à un ou à l'autre, c'était pas toujours facile. Donc, ça apporte à l'équipe. Souvent, les intervenants, entre autres, ont décrit les IPS comme étant l'espèce de chef d'orchestre ou encore la colle qui vient tout rassembler tout le monde ensemble au sein de l'équipe. Puis de façon beaucoup plus précise, tant les intervenants que les patients nous ont parlé de 6 processus particulièrement importants. Ce que je suis capable de vous dire pour la perspective des patients, entre autres, c'est que l'importance relative de chaque processus semble être différente si on est suivi première ligne ou si on est suivi, par exemple, pour un problème au niveau d'une greffe rénale ou de la dialyse ou encore pour insuffisance cardiaque, là, si je pense aux gens de la cardio. Ça ne semble pas être toujours le même ordre, mais on se trouve toujours ces processus-là. Ça, on va venir qu'à décortiquer tout ça. On est encore vraiment à la phase très préliminaire des entrevues. On est vraiment maintenant à la phase descriptive. Dans les prochains mois, on va continuer à approfondir par sous-groupe. Est-ce qu'on arrive vraiment à décortiquer qu'est-ce qui est le plus important, par exemple, quand vous êtes suivi pour un problème qui est peut-être plus complexe versus quelqu'un suivi en première ligne? Mais ces processus-là sont vraiment importants, et de la perspective des intervenants et de la perspective des patients. Ça va nous être utile, ça, à comprendre, parce que si on a des interventions à faire, moi, je pense que c'est très encourageant d'avoir des processus comme ça qui sont très similaires des deux perspectives, parce que si on a à travailler pour améliorer le fonctionnement, on est capable de cibler vraiment des endroits qui sont communs aux deux groupes. Donc, on risque vraiment d'améliorer le fonctionnement. Mais d'emblée, là, dans toutes les entrevues, c'est incontestablement la communication qui était l'élément le plus important au sein des équipes et de la perspective des patients, puis qui était améliorée suite à l'introduction d'une IPS. Ça, on va les regarder là, rapidement. Donc, au niveau de la communication, les gens nous disaient, bien, l'IPS, par exemple, elle prend le temps de m'expliquer. J'ai l'impression que l'IPS s'occupe de moi, puis je suis en confiance. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de la confiance, c'est tout imbriqué là, dans les descriptions qu'on voit. C'est assez difficile à le faire ressortir comme point distinct. Elle me rappelle, je peux laisser un message, je sais qu'elle va me rappeler. Et pas, les gens nous donnaient l'image, là, bien, quand je lui parle, elle n'a pas la main sur la porte prête à partir. Et ça, c'est revenu beaucoup dans les entrevues. Puis c'est pas pour dire que le suivi qui est fait par d'autres est moins bon. C'est pas dans ce sens-là, mais c'est vraiment de la perspective que la personne, comment est-ce qu'elle structure cet entretien-là. Il est vraiment important de le comprendre parce que ce qu'on sait des patients, c'est qu'ils ont soit des résultats équivalents à l'ensemble de l'équipe ou aux médecins collaborateurs, puis dans certains cas, il est meilleur. Pourquoi est-ce qu'il est meilleur? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans la façon qu'elle communique avec le patient qui lui donne sa place, puis le patient va prendre plus de chances pour se prendre en charge? C'est ça qu'il faut comprendre. Puis de la perspective des intervenants, eux, ils nous disaient qu'il y avait vraiment un manque de communication entre les intervenants, puis c'était difficile avant l'arrivée de l'IPS. Donc, cette personne-là devenait un peu le catalyseur au niveau de la communication et que les messages passaient par elle pour être ensuite rediffusé à l'ensemble de l'équipe. Donc ça, c'était vraiment une plus-value très importante pour l'équipe. Les gens nous parlaient aussi beaucoup plus d'interactions informelles. Vu qu'ils se connaissaient, ils se croisaient dans le couloir, bien, ils pouvaient demander à la personne, mais tu sais, qu'est-ce que tu penses de ça? Ou tu sais, j'ai un problème avec ça, qu'est-ce que tu ferais? Juste parce qu'il y avait eu cette chance-là d'échanger dans d'autres contextes. Et la même chose pour les patients. Donc, il nous disait, bien, tu sais, si je ne suis pas sûre, si je devrais me présenter, je peux prendre la chance de l'appeler parce que si elle est disponible, elle va me le dire. Elle va me conseiller à savoir si je devrais me présenter ou pas. Et ça, pour certains, c'était particulièrement utile, entre autres les jeunes parents qui avaient des enfants à la maison qui étaient préoccupés. Ça peut être des gens aussi qui avaient des conditions assez complexes, exemple en néphro et en dialyse, où c'est vraiment ardu pour eux de se déplacer. Donc ça, c'était vraiment important pour améliorer l'efficacité de l'équipe. Puis les gens nous parlaient, entre autres, au niveau des intervenants, il y avait des notes au dossier, pas juste des notes complètes, mais il y avait maintenant des notes au dossier. Puis il y avait aussi des rencontres hebdomadaires qui s'étaient installées au niveau de l'équipe interprofessionnelle pour donner une chance aux gens de se parler.
Au niveau prise de décision, donc dans la prise de décision, ça nous a étonnés un petit peu parce qu'on a eu vraiment des opinions qui étaient assez diamétralement opposées. Donc, il y avait des patients qui nous disaient « Moi, j'ai ma place, puis je la prends », qui étaient très proactifs. Puis il y en a d'autres qui nous disaient « Moi, j'ai pas de place. » Monsieur, ce qui était juste avant ça, c'était « Moi, j'ai pas de place, je suis docile, puis j'essaie de suivre les recommandations. » Donc, quand on a un patient, il faut être capable de voir avec le patient quel rôle veut-il jouer à l'intérieur de l'interaction. Mais les extrêmes qu'on a recueillis nous ont étonnés. On s'attendait plus à avoir des gens qui étaient là, à la partie supérieure là, de leur implication dans la prise de décision. Les gens nous soulignaient aussi, entre autres en néonatologie, où justement le rôle à eux au sein de l'équipe était important. Puis ils disaient, mais l'équipe nous a dit qu'on jouait un rôle important. Donc, de confirmer cet aspect-là, pour eux, représentait beaucoup. Et leur participation était augmentée au niveau de la prise de décision. Puis dans l'ensemble des entrevues qu'on avait regardées, tant intervenants que patients, tout le monde, là, dans la perspective plus globale, nous ont parlé de l'IPS qui vérifie tout, qui oublie rien, qui va en profondeur, puis qui met tout ça ensemble avant de prendre sa décision. Puis ça, au niveau de la prise de décision, c'était probablement la contribution la plus importante là, au niveau du rôle d'IPS dans l'équipe. Donc, il y avait dans la prise de décision l'implication variable. Il y avait aussi, de la part de l'IPS, sa capacité de prendre des décisions tant au niveau de sa perspective d'infirmière que certaines décisions qui étaient plus médicales pour les activités qui étaient transférées. Puis dans les équipes, les gens nous disaient c'était important aussi de regarder qu'est-ce qui était l'autonomie décisionnelle qui avait été autorisée dans l'institution. Parce que ça pouvait varier beaucoup d'un centre à l'autre. Pas nécessairement autant en première ligne, mais quand même, il y a des différences au niveau de la première ligne aussi. Et ça va affecter la capacité de l'IPS à partager là, au niveau des décisions. Dans l'aspect, donc, de cohésion, la cohésion, ce qui m'a un petit peu étonnée, comme je vous disais tout à l'heure, je ne m'attendais pas à ce que les patients qui n'étaient pas très imbriqués dans l'équipe ou dans le roulement de l'équipe, entre autres les gens qui étaient dans le milieu ambulatoire, moi, je ne m'attendais pas qu'ils ressentent beaucoup ça, cet aspect le sentiment que l'équipe est cohésive et fonctionne bien. Puis les gens nous ont donné plusieurs exemples où vraiment ils le percevaient, ça. Puis de la part tant des suivis de première ligne que ceux qui sont plus complexes en néonatologie ou en néphrologie, les gens nous disaient que l'équipe était vraiment importante, puis c'était particulièrement à la croisée de chemin, par exemple, des décisions difficiles, des bébés qui n'allaient pas bien en néonatologie. Tout ce soutien-là, la cohésion de l'équipe pour avoir un message commun était très aidant pour les patients pour être capable de prendre des décisions. Que l'effet contraire, que s'ils étaient face à une équipe qui était divisée, comment ça les déchirait, puis que ça rendait des décisions, leur participation, ça la rendait beaucoup plus difficile. Puis au niveau d'autres types de suivi, entre autres au niveau de la première ligne, d'avoir le sentiment que toute l'équipe les supporte et supporte le plan, allait faciliter la prise de décision, mais allait aussi renforcer le sentiment que l'équipe était fonctionnelle et cohésive. Puis de la part des intervenants, mais les intervenants nous disaient, nous, on a un sentiment qu'on est une équipe, ou avant, on avait peut-être le sentiment qu'on était un groupe d'individus. Donc, c'était important d'avoir ce sentiment-là qui était une équipe cohésive parce que c'est plus facile de partager, par exemple, des difficultés. Ça peut être plus facile de partager une charge de travail qui est plus lourde pour un, puis peut-être un peu moins pour un autre. On a déjà des processus qui sont en place dans les équipes qui fonctionnent mieux. Donc, ça permet un meilleur partage au niveau du travail puis un meilleur fonctionnement au sein des équipes. Et ça fait en sorte que les gens travaillent beaucoup moins en silo. Au niveau de la coordination des soins, il y avait des messages, je dirais, de la part des gens qui étaient quand même très positifs. Il y avait des gens qui avaient des belles images pour nous qui nous disaient, bien, si l'IPS prend ça en charge, bien là, ça bouge. Quand elle s'en occupe, ça bouge. Donc, il y avait pour eux, c'était vraiment la personne là, qui ramassait le ballon puis qui courait avec pour arriver à faire avancer des fois des situations qui étaient quand même passablement complexes. Là, si on pense à la néonate ou à la greffe, par exemple,
où il y avait beaucoup de choses à tout concilier ensemble pour arriver à des décisions, arriver à un plan de traitement. Puis aussi, au niveau des participants, ils nous disaient, bien, au niveau coordination des soins, moi, ce que j'aime, c'est que c'est toujours la même personne qui me voit. Elle me connaît, elle a tous mes renseignements. Je ne suis pas obligée de répéter à toutes les fois que je me rends pour être capable d'avoir un suivi. Puis elle est capable, puis il y avait une personne qui nous disait, mais elle, ce qui l'avait frappée, c'était que l'IPS avait pris le temps d'aller consulter puis demander son dossier antérieur de ses visites à l'urgence, qui était dans un autre hôpital. Donc pour elle, ça signifiait qu'elle devenait la personne qui avait toutes les informations qui la concernaient pour être capable de coordonner tout ce qu'elle avait besoin comme soin. Puis de la perspective des intervenants, ce qu'ils nous disaient, c'est qu'ils voyaient l'IPS comme étant la coordonnatrice de l'équipe et la personne que tout le monde reconnaît. Donc, que ce soit les spécialistes, que ce soit les gens qui étaient dans l'équipe, tout le monde la reconnaissait, puis c'est elle qui coordonnait, dans le fond, et qui connaissait bien l'ensemble du service et pouvait faire ces actions-là au niveau des consultants et des autres intervenants. Donc, de la perspective des équipes, ce que je peux vous dire, l'aspect coordination, c'est probablement plus important que ce qu'on a vu chez les patients. Mais encore là, on n'est pas rendu assez loin dans les analyses. Je pense que les gens qui ont des suivis très complexes, ça risque de revenir ça, dans les analyses plus approfondies. Jusqu'à maintenant, après le premier tour, c'est là, c'est très présent, mais je n'ai pas encore une bonne compréhension de ce que ça représente pour, entre autres, les patients qui sont plus malades, ce que l'aspect de la coordination peut représenter. Mais d'emblée, ce qui ressortait aussi, c'était l'écoute des IPS, des préoccupations des patients, lorsqu'ils avaient besoin d'une plus grande coordination au niveau des examens ou des choses qu'ils avaient à faire. Donc, au niveau résolution de problèmes, ça nous a beaucoup embêtés quand on a été rendu à analyser ce thème-là de la perspective des patients, parce qu'au niveau des problèmes, de la part des patients, il n'y en avait pas. Strictement dit, quand on leur demandait, avez-vous eu des conflits, des décisions difficiles, des fois que vous n'étiez pas d'accord, les gens nous disaient non. Puis même en poussant, on n'a pas vraiment été capable de faire dire aux gens qui avaient vécu ces situations-là avec les IPS. On leur a demandé pour essayer de comprendre, on s'est dit, ça se peut pas. On a essayé de voir avec eux, est-ce qu'il y avait eu d'autres instances où il y avait eu des conflits avec l'équipe soignante. Ça, je peux vous dire que les gens étaient capables d'en identifier. Des conflits ou des choses qui n'avaient pas bien été, où vraiment il y avait là, des problématiques majeures à régler avec l'équipe. Mais ça ne s'est pas présenté au niveau des suivis. Ce qui ressortait, pourquoi les gens estimaient qu'il n'y en avait pas, c'est qu'il y avait beaucoup l'impression que leur opinion était prise en compte, que la personne, avant de leur proposer, l'IPS, avant de leur proposer quoi que ce soit, avait déjà fait un bout de chemin pour être capable de comprendre ce qui était acceptable ou pas de leur perspective. Fait que pour eux, ça ressort pour les intervenants, mais ça ne ressort pas autant ou de la même façon pour les patients. Les gens avaient beaucoup l'impression qu'on travaillait de concert, main dans la main, pour arriver. Il y avait des problèmes qui se présentaient, mais on était en mode solution de la part des patients ou de la part des intervenants. Il y avait eu quelques exemples, pas des tonnes, mais il y avait eu quelques exemples de conflits où les gens vraiment avaient, parce qu'ils se connaissaient, parce qu'ils avaient eu la chance de communiquer, ils se faisaient confiance, ils arrivaient à trouver, dans le fond, des solutions à leurs problèmes. Puis pour ceux qui n'avaient pas cette dynamique-là d'installer au sein de l'équipe, à ce moment-là, il y avait des gens qui avaient opté même pour sortir de l'équipe, quelques personnes. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui est arrivé beaucoup. Mais je pense qu'il faut le garder en tête parce que c'est probablement un fonctionnement d'équipe que si l'équipe va bien, on s'en rend pas compte. Mais quand l'équipe, dans le fond, la dynamique d'équipe se défait, là, ça devient quelque chose d'important à garder, dans le fond, en mémoire, que cette démarche-là, il faut vraiment la rendre plus visible. Mais jusqu'à date, elle ne l'est pas beaucoup. Puis finalement, au niveau de l'enfance, sur les patients et les familles, ça ressortait dans l'ensemble des entrevues que, et de la perspective des patients et de celle des intervenants, les priorités, ce que voulaient les patients et les familles était vraiment ce qui, je dirais, drivait l'ensemble de l'interaction, si je peux me le permettre. Parce que, entre autres, les patients nous disaient, bien, si j'ai besoin de voir l'IPS rapidement, elle
elle va essayer de m'accommoder, elle va essayer de faire un petit trou dans son horaire pour que je sois capable de la voir rapidement quand j'en ai besoin. Ou encore, c'était, bien, les soins sont vraiment très personnalisés. Ça va juste au-delà de me faire sentir, de me rassurer ou que je sois plus sécure. Mais vraiment, les besoins des patients étaient au centre des préoccupations. Puis de la part des intervenants, ce qu'eux nous disaient, c'est que ça leur donnait, dans les équipes qu'on avait vues, quelqu'un qui était, dans le fond, présent pour les patients et les familles, puis c'est un visage qui était familier, qui les avait suivis pendant un long moment aussi, qui connaissait leur situation. Puis il y avait aussi l'aspect d'être un modèle de rôle pour les jeunes, les plus jeunes de l'équipe, pour travailler avec les familles, pour en arriver, dans le fond, à avoir, des fois, à désamorcer des situations qui pouvaient être difficiles pour les familles dans un contexte de soins aigus ou de chirurgie. Donc, les IPS avaient un rôle très important de ce côté-là. Ce qui ressortait dans les entrevues avec les intervenants, c'est que des fois, la charge de travail était vraiment un frein à être capable d'intervenir efficacement auprès des familles parce qu'il y avait quand même un investissement de temps pour bâtir la relation avec eux autres. Puis ça pouvait être problématique dans les cas où la charge de travail était vraiment importante. Donc, l'implication de tout ça, je vous dirais que pour les patients, familles, intervenants, on a réussi à cibler des processus qui étaient similaires. On a identifié des choses très similaires. On va être ultérieurement à regarder est-ce qu'il y a par exemple, des projets d'intervention qui vont être à développer dans d'autres projets de recherche pour être capable de voir comment est-ce qu'on peut bien arrimer les besoins des patients avec les processus au sein des équipes pour optimiser les résultats. Puis, quand on a regardé de façon plus précise la participation des patients et des familles à la prise de décision, parce que c'était un de nos questionnements là, dans un contexte de suivi de première ligne, par exemple, surtout quand on a vu, bien, moi, j'ai pas de rôle, puis je suis très docile, moi, je prends ma place, puis je m'affirme, bien, ce qui ressort, c'est que, entre autres, de prendre le temps avec le patient, de bien comprendre sa perspective, puis où il veut aller est important, quels sont ses besoins, d'être clairement à l'écoute, de mettre en place aussi des stratégies pour développer la confiance. Puis ce qui ressort, tant intervenant que patient, quand on fait ce qu'on dit qu'on va faire, c'est l'étape primordiale de développer de la confiance. Si vous dites que vous allez faire quelque chose et vous ne le faites pas, vous venez de détruire plusieurs semaines, mois de travail avec soit l'intervenant qui est devant vous ou encore le patient. Donc ça, c'est vraiment un des éléments qui est important à bâtir, d'adapter ce que vous faites en fonction de ce que les patients vous expriment, de leur participation puis de leur intérêt. Puis là, on va être à analyser les sous-groupes de patients pour être capable de mieux comprendre est-ce qu'il y a des groupes, dans le fond, qu'il faut cibler certaines interventions versus d'autres au niveau des processus. Ça, je vous dirais, c'est à peu près où on en est rendu. Donc, pardon. Donc, dans les recherches ultérieures, on parle de regarder les expériences des patients et familles dans d'autres contextes que seulement ceux qu'on a regardés, d'autres pays, par exemple, qui auraient d'autres cultures, par exemple, pour être capable de comprendre est-ce que leur implication est la même ou est-ce qu'il y a des différences. On va être aussi à développer, et ça s'en vient, on est à développer des outils de mesure de processus au sein des équipes parce que c'est un élément manquant majeur à notre compréhension actuellement, qui va refléter la perspective des patients, puis un autre outil qui va refléter celle des intervenants au sein des équipes, tant de première ligne que de soins aigus. Puis éventuellement, là, regarder s'il y a des projets d'intervention qui seraient à développer quand on constate qu'il y a des équipes qui sont dysfonctionnelles. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place là, pour les soutenir là, dans les processus de prise de décision? Donc, l'équipe, tout le monde soutient son morceau pour que l'équipe fonctionne. Puis ça, je pense que c'est vraiment important à retenir là, comme leçon. Que vous soyez intervenant ou que vous soyez patient famille qui est suivi par cette équipe-là, il faut que tout le monde fasse son bout de chemin pour que l'équipe en entier, dans le fond, vienne qu'à fonctionner. Fait que là, ça va être à mon tour, dans le fond, de vous retourner la parole. Si vous avez questions, commentaires, ça me fera plaisir là, d'y répondre. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.